Dans un village là-bas à l'arrière des montagnes, les enfants apprennent l'art du travail manuel, battant le marteau dans le bois et écoutant les histoires des anciens. Parmi eux se trouve un garçon nommé Joshua. C'est bon dans une ferme de bétail, mais son visage est tout fermé, plein de tristesse. Mademoiselle Priest, qui a remarqué l'ambiance du garçon, se rapproche et demande s'il y a une connerie. Joshua laisse échapper un soupir et dit que M. Baker l'a grondé plutôt parce qu'il dormait trop et oublia de s'occuper des animaux. En dessinant le poids que le garçon a porté, Mademoiselle Priest explique dans le bon sens que Baker mince à l'enfer pour assurer une viande de qualité pour le village, donc parfois il est un peu bourré. Elle dit également que la qualité de la viande et le bien-être des animaux dépendent de plus que de la nourriture et de l'eau, est également la façon dont ils vivent tous les jours et le stress qu'ils ressentent. Présenté, Joshua demande si la foule peut vraiment remarquer la différence de goût. Miss Prêtre garantit que oui et lui donne une conversation de motivation, surtout avec le festival à venir, s'il veut offrir un joli cadeau à sa sœur. Dès qu'il a fini de l'entendre, le bruit d'un regroupement de la foule se rapproche. Joshua regarde la porte du village et voit sa sœur Annie, revenant de la chasse, mais vous pouvez voir que quelque chose ne va pas. Préoccupé, il court vers elle et lui demande si elle s'est blessée. Annie, à moitié secouée, s'assure qu'elle est bonne et commence à raconter la terreur qui s'est produite. Elle explique que pendant la chasse, elle, William et David se sont séparés en deux groupes. Soudain, un bruit horrible, comme un glissement de terrain, résonna à travers la forêt et le sol a commencé à trembler. Ils ont entendu William. Quand ils sont arrivés en place, ils ont vu une gigantesque créature, contrairement à tout ce qu'ils avaient jamais vu. William et David étaient morts sur le sol. Marcos a essayé d'effrayer la créature avec du feu, mais les balles n'ont rien fait, alors ils ont dû courir à vie, frustrés. Marcos a dit que maintenant vous ne pouviez pas chercher les corps et interdit à quiconque d'entrer dans la forêt. Joshua, avec son cœur rapide, demande si cela pourrait être un loup-garou. Marcos, le visage fermé, explique que le monstre était un type humain, avait la tête, les bras et les jambes, mais n'avait pas les oreilles animales. Joshua était plus inquiet et lui a demandé s'il avait eu l'occasion pour la créature d'atteindre le village. L'un des résidents a commenté que si cela se produit, il n'a nulle part où courir. Avant que la peur ne se propage, Mademoiselle Priest entra dans la conversation, se rappelant que les loups-garous y vivent dans la fonderie de la forêt, loin du village, et que saisir leur territoire, c'est comme se jeter dans un couteau. Elle calme la foule en disant que le village est protégé par le dieu de la montagne et que grâce à cette protection divine, ils sont fermes et forts à ce jour alors qu'ils sont à l'intérieur du village si en sécurité. Mademoiselle Priest a ensuite changé le chat pour le festival en l'honneur du dieu de la montagne, qui allait rouler le lendemain. Elle a souligné qu'il est très important de faire le festival pour maintenir la protection du dieu. Joshua a essayé de dire quelque chose, mais ses parents lui ont dit de se taire, disant que leur sécurité dépend de faire confiance au dieu de la montagne et de se concentrer sur le succès du festival. La moitié du doute. Joshua a accepté d'aider. De nulle part, Anne s'est effondrée avec la fatigue. Marcos l'a rapidement évaluée et a dit qu'elle était sous le choc et devait se reposer. Il a assuré que les adultes allaient s'occuper de tout, mais le visage d'Anne était toujours inquiet. Pourquoi elle ne pouvait pas enlever la tête de William et David étaient toujours dans la forêt? Marcos a fermement dit qu'ils ne pouvaient pas regarder maintenant, mais a promis qu'ils allaient chercher plus tard. Avec un cœur lourd, Annie s'est préparée pour le festival, mais à l'heure du bain, ses pensées sont allées directement à David, se souvenant de la dernière conversation qu'ils ont eue. Il avait essayé de dire quelque chose avant de chasser. Mais cela n'a pas mis fin à ce qu'il allait dire. Il a dit qu'il lui faisait confiance plus que tout autre dans le village, mais ce qu'il voulait vraiment dire était encore un mystère. Pris par la tristesse, Annie a commencé à pleurer, se demandant pourquoi il était parti sans révéler ce qu'il voulait dire. Pendant ce temps, Joshua et son ami ont parlé de la mort tragique de William et David. Annie est arrivée pour essayer de les remonter le moral, disant que les deux les regardent du ciel et qu'ils devaient être fermes. L'ami de Joshua a commenté qu'Annie était forte, mais peut-être qu'elle oblige le bar. Principalement parce que David était important pour tout le monde en tant que leader. Soudain, il y a eu une agitation. Quelqu'un a annoncé qu'une silhouette suspecte avait été prise dans le village. La foule a rejoint le centre, où Mademoiselle Priest a été appelée pour interroger les suspects, qui étaient un enfant et un grand gars. Elle a demandé où ils étaient et ce qu'ils voulaient dans le village. L'enfant, à moitié idiot, a dit qu'il ne faisait que passer et n'avait rien à voir avec le village. Mademoiselle Priest s'est excusée pour l'interrogatoire et a expliqué que le village était en alerte en raison de l'attaque monstrueuse contre la forêt qui a tué 2 personnes. Cela a appelé la curiosité de l'enfant,
mais n'a pas beaucoup aidé à améliorer son humeur. Après avoir regardé l'enfant, Mademoiselle Priest n'a trouvé rien de suspect. Déjà le M. Marcos a demandé au grand gars d'obtenir son manteau. Quand il a pris, la foule a été dépassée, car son corps était plein de cicatrices et il était sans bras, laissant tout le monde en doute de la vie que cet étranger a conduit. Le gars, nommé Sam, était effrayé et silencieux alors que la foule avait l'air effrayée. M. Marc, des réponses dures et dures, mais avant que Sam ne parle, l'enfant de son côté a expliqué que Sam est un parent d'elle. Un ancien soldat qui a combattu dans les guerres des loups-garous il y a plus de 10 ans et a subi des blessures en colère qui ont marqué tout le corps. Elle a également dit que ses blessures saignaient parfois. Mademoiselle Priest, suspecte, a demandé s'ils avaient vu un monstre humanoïde dans la forêt, mais l'enfant a dit non. Lorsque Mademoiselle Priest a demandé pourquoi il se promenait dans le village, l'enfant a expliqué que, comme le village est entouré de murs en bois, il n'avait d'autre choix que de se promener. Impatient, l'enfant a dit qu'il voulait partir. Mais Mademoiselle Priest a dit fermement qu'elle devait rester, car le village allait faire un festival et que personne étrange ne pouvait rester jusqu'à la fin de la fête. L'enfant a fermé ses yeux suspects et a demandé s'ils étaient surveillés. Mademoiselle prêtre a assuré qu'ils allaient prendre une place pour leur sommeil et leur nourriture, mais l'enfant s'est plaint qu'il était en prison et avait demandé une nourriture décente. Les gars chuchotaient les uns avec les autres, disant que l'enfant et le parent blessé ne semblaient pas des menaces, mais le grand gars a rendu tout le monde nerveux. Les deux ont été emmenés dans une petite maison avec 2 lits, une table et un refroidisseur d'eau, tandis que le résident a fait le garde à l'extérieur. Le silence a régné jusqu'à ce que quelqu'un frappe à la porte. Joshua est venu avec leur nourriture. L'enfant a déjà commencé à manger sans cérémonie, mais Sam était toujours, ses yeux perdus. Joshua a curieusement demandé pourquoi Sam ne mangeait pas. L'enfant l'a regardé et a dit, avec des cheveux bouclés, que Sam ne peut pas parler à cause d'une blessure à la gorge. Joshua était un peu maladroit et s'est excusé de lui avoir parlé sans autorisation. L'enfant, qui est appelé Victory, ou Vic pour résumer, où il dit qu'il était bon de parler, sinon il était allé peu de temps après la livraison de la nourriture. Elle a demandé pourquoi il avait l'air si suspect, car ils étaient calmes. Elle a dit son nom, Victoria, et a demandé le sien. Il a dit que c'était Joshua, mais c'était un peu gênant et a commenté que Victoria ressemblait à une fille, avec un sourire. Elle a confirmé qu'elle était une fille et c'était agréable de le rencontrer. La conversation s'est poursuivie avec Joshua expliquant que leur village est isolé du monde, vit seul, sans commerce. Et qu'ils sont les premiers étrangers à qui il a parlé depuis qu'il est arrivé. La curieuse Victoire a demandé plus de détails sur ce qu'il voulait dire par là. Depuis son arrivée ici, Joshua raconte comment. Il y a 3 ans, en traversant le village avec sa famille, lui et sa sœur ont été attaqués par des loups-garous. Leurs parents ont été tués et les 2 se sont évanouis. Quand ils se sont réveillés, les résidents les avaient sauvés et vivaient depuis lors sous la protection du village. Il parle de la façon dont Mademoiselle Priest, les chasseurs, et en particulier Monsieur Williams, leur Marc et David les ont reçus à bras ouverts. Devenir comme leur nouvelle famille. Il explique que tous les enfants du village sont orphelins qui ont perdu leur famille. Ensuite, il essaie de rassurer la Victoire en disant que lorsque le festival sera terminé, ils pourront sortir de bon. Les yeux de la Victoire s'assombrissent et elle répond que l'histoire de Joshua ressemble à quelqu'un qu'elle a rencontré, un gars qui a perdu sa place dans le monde et a fini par vivre dans un petit village. Même s'il est un peu bizarre dans le nid, il a acquis du respect pour les résidents ayant ses compétences médicales. Créer des liens avec eux comme s'ils étaient de la famille. Mais à la fin, le village a brûlé vif sur la place. Joshua est étonné, ne sachant pas quoi dire, et est silencieux tandis que la Victoire continue de vous dire qu'il y a 2 types de personnes dans ce monde. Ennemis et ceux qui ne sont pas encore devenus ennemis. Elle prévient que même la famille et les amis peuvent se retourner contre vous et que ce qui compte le plus dans ce monde, c'est d'alimenter le pouvoir écrasant de mettre fin aux ennemis, autant maintenant que ceux qui peuvent venir plus tard. Avant que Joshua ne réponde, Anne envahit l'endroit, avec une voix vive de réprimande, disant qu'elle ne peut pas sortir en parlant à des étrangers. Se souvenir de l'avertissement de Mademoiselle Priest, qui ne devrait jamais faire confiance à Gringo. Elle dit que la forêt à l'extérieur est pleine de dangers. Des loups-garous et des sorcières déguisés par des gens normaux, chassant ceux qui ne sont pas. Ils ne peuvent pas idiots et être dupés par la conversation des autres. Plus tard, lorsque le festival commence, le village se remplit de vie, de vêtements colorés, de danse et de nourriture. La Victoire continue de regarder la fête à travers la fenêtre où ils sont arrêtés. Soudain, M. Marcos apparaît en disant qu'il a un sujet avec Sam et lui demande de suivre.
La Victoire suspecte veut savoir pourquoi et si elle peut continuer. M. Marcos, ferme. Il dit qu'elle doit y rester. Annie, qui écoute tout, est surprise de constater qu'elle rejoindra le groupe de patrouille. M. Marcos explique qu'avec David, ils ont besoin de son aide. Anne, même à moitié go-go, accepte d'aller, mais sa méfiance contre le sang et ce qu'il a à voir avec le groupe ne disparaît pas. Alors qu'il marche sur le sentier étroit dans la forêt, le sang murmure quelque chose doucement. M. Robert, un ancien du village, se rend compte et demande bientôt quel est le problème, si le chemin est difficile pour lui. Anne, qui a observé Sam de près. Cela devient encore plus suspect. Des étrangers n'apparaissent presque jamais dans le village. Et juste après l'attaque, ce gars est tout bizarre, manquant un bras et avec une mystérieuse aura. Elle ne peut pas sortir de la tête qu'il est connecté avec la créature qu'ils ont trouvée. Soudain, le pied d'Anne glisse sur le bord du chemin et elle commence à chuter par la falaise. Dans un instantané, le SAM prolonge le seul bras qu'il a, l'attrape fort et remonte à la sécurité. Énorme mais reconnaissante, Anne parvient à remercier, sa méfiance cédant la place à un soulagement momentané. Puis M. Marcos coupe la gorge de Sam avec un couteau et le pousse vers le bas. Choquée par la violence, Anne croit à peine ce qu'il vient de voir. Elle demande pourquoi M. Marcos ferait cela, mais il trouve bientôt un moyen de minimiser, disant que c'était l'ordre de mademoiselle pris pour effectuer le sang parce qu'il apporterait un désastre au village. Elle proteste, toujours secouée, se souvenant que Sam lui avait sauvé la vie. M. Marc, froid, ignore ce qu'elle ressent, disant que Sam n'a agi que pour gagner sa confiance et qu'elle est stupide de se sentir désolée pour un inconnu. Il lui dit de faire confiance aux résidents, qui ressemblent à une famille. M. Robert interrompt la conversation, disant qu'il est temps d'arrêter de faire semblant. Il révèle que Sam et David complotaient ensemble pour aider les enfants du village à s'échapper et impliquer que Sam savait quelque chose de plus profond. Ces paroles rendent Anne encore plus confus et dérangé. Elle essaie de tout comprendre, écoutant M. Robert gronde M. Marcos pour ne pas agir auparavant, l'accusant ainsi que M. Willis de ne pas s'occuper de Sam et David, critiquant ceux qui s'y attendaient jusqu'au jour du festival. Annie ne sait pas quoi penser. Essayer de comprendre la situation, mais avant de pouvoir, M. Marcos et M. Robert se transforment en loup-garou. La révélation fait trop peur, voyant les hommes en qui ils ont confiance montrent leur vraie nature monstrueuse. M. Robert suggère de consulter calmement Miss Priest, mentionnant que Williams a été tué par un monstre. M. Marcus est d'accord. Mais il dit qu'il doit d'abord s'occuper d'Anne. Les deux s'approchent d'elle, la voyant maintenant comme une proie. Panique, Anne s'épuise. Sauter instinctivement sur les arbustes à proximité. M. Robert la plaisante de loin, trouvant la tentative désespérée de s'échapper drôle, disant qu'elle devait se rendre compte qu'elle ne peut pas s'en tirer et que ce saut était le dernier acte de résistance. M. Marcos semble également apprécier, commentant que son raisonnement rapide est ce qu'il attend d'un étudiant, même s'il sait qu'il perdra finalement. Pendant ce temps, la Victoire, appréciant que les gardes dormaient, s'enfuit de prison. Elle grimpe sur le toit et regarde le village en dessous, où les loups-garous se cachent parmi les résidents sans méfiance. Elle réfléchit à la façon dont les résidents vivent en bien, aveugles. Cimentation que la communauté est libre du mal. À son avis, cette innocence aveugle ne les fait pas voir le danger juste devant. Elle conclut que quiconque refuse de faire face à la réalité est tenu de mourir. Anne continue de courir, la tête par mille, essayant de digérer que M. Marcos et M. Robert sont des loups-garous. Elle se demande si plus de monstres sont cachés dans le village et s'inquiète de plus en plus pour Joshua. Soudain, M. Robert apparaît devant elle, avec un regard prédateur. Il s'approche lentement, la sentant avec une sinistre satisfaction. Indiquant clairement qu'il la considère comme une chasse. Avant de pouvoir agir, The Hundred sort de nulle part et frappe puissant, jouant le M. Robert dans les arbres. Il se lève, prenant le relais. Le cœur d'Anne coule, reconnaissant le geste et réalisant avec horreur que Sam n'est pas un sauveur, mais un monstre, le même responsable de la mort de M. Williams et David. Le poids de cette nouvelle vérité la laisse sous le choc, tandis que la vérité sur la nature de Sam tombe réelle envers elle. M. Marcos se demande si l'homme devant lui est vraiment Sam. Le gars, il a jeté une montagne vers le bas, et comme il a survécu, car la coupe dans son cou devait être fatale. M. Robert, ressentant toujours la douleur du coup de poing, ne se soucie pas si le Sam est monstre ou humain. Vous êtes prêt à riposter, vous disant à M. Marcos devient intelligent. Mais avant d'attaquer, Sam le frappe, le jetant à nouveau. M. Marcos se rapproche. Et Sam donne un autre coup, le frappant directement sur le sol.
Sam continue de les frapper tous les deux jusqu'à ce qu'ils prennent M. Marcos autour du cou et le soulève du sol. Anne, avec le pistolet pointé, hésite. M. Marcos lui dit de tirer sur Sam. Pensant qu'un coup peut faire mal sérieusement. Il menace que si elle le jette au lieu de Sam, elle sera sur le point de mourir. Il se souvient qu'en dépit d'être un loup-garou, il l'a protégée jusqu'à présent. Il la presse pour venger la mort de David de ses propres mains. Envoyer son objectif à la tête du sang et appuyer sur la détente. Le son du tir résonne à travers la forêt. Là-bas dans le village, le festival en a 1000, avec des enfants et des danses âgées et se bourrer dans la maison. La Victoire regarde la fête à travers la fenêtre. Lorsque la porte s'ouvre et que Joshua arrive avec de la nourriture, il est vêtu de vêtements de festival typiques, disant que c'est la tradition pour les enfants de porter cela lors de l'événement. Il s'excuse de l'avoir localisé et dit que le festival est terminé, et quand c'est fini, elle pourra devenir bon. La Victoire examine la nourriture qu'il a apportée et lui demande s'il a mangé. Joshua répond que la nourriture est délicieuse et qu'il a même gardé un peu. Pour son cousin, il garantit que le M. Marcos a déjà été emmené. Ensuite, la Victoire demande s'il a sauvé quelque chose à sa sœur, et Joshua confirme. Elle tire le sujet de patrouille. Dire qu'il est tard et ils ne sont pas encore revenus. Joshua explique que ce ne sont pas seulement les patrouilles, mais aussi les anciens du village sont pressés de préparer le festival et ne mangeaient presque rien. Ils croient que les bénédictions du dieu de la montagne sont avec eux. Lorsque Victory veut savoir ce qu'est ce festival, Joshua admet que c'est sa première fois et qu'il ne sait pas grand-chose. Il dit que tous les 4 ans, ce festival se déroule pour offrir la récolte de cette période et recevoir des bénédictions pour protéger contre les malheurs. Les gars du village mangent jusqu'à ce qu'ils ne puissent pas le supporter et danser sur le lot, et la célébration se termine par un rituel dans un lieu sacré du dieu de la montagne, bien qu'ils ne connaissent pas les bons détails. La Victoire est liée à l'idée de visiter le lieu sacré, mais Joshua avertit que seule Miss Priest peut y aller et qu'elle ne quitte même pas le village sans autorisation. Elle commente que Joshua semble être de bonnes personnes. Mais alors laissez tomber le bol de nourriture, en disant que ce n'est pas le genre de rango qu'elle aime. Prenez un morceau de bol cassé et touchez le cou de Joshua. Menaçant de le tuer s'il fait du bruit. Cela l'oblige à l'emmener à l'endroit sacré, mais avant de passer le puits sec. Joshua est d'accord et l'emmène au puits, où elle prend des arrêts qu'elle avait cachés la veille, comme une ceinture de tissu et un bras coupé. Elle explique qu'elle devait se cacher pour ne pas être prise si les gars du village étaient en alerte. Joshua, se sentant trahi, demande si leur conversation n'était qu'un moyen de prendre des informations et de remettre en question ses plans au village. Elle scelle sa bouche et le force à boire quelque chose, il tousse et demande ce que c'était, et elle répond que cela peut être du poison, avertissant que s'il veut l'antidote, il doit faire tout ce qu'elle envoie, à moitié. Joshua l'emmène à l'endroit sacré portant le bras coupé. Et dans sa tête, il y a des excuses silencieuses à manquer prêtre pour avoir désobéi et amené un étranger là-bas. La Victoire lui dit d'arrêter de s'excuser en marchant. Mais le pied de Joshua frappe quelque chose, un crâne humain. Il est choqué et demande pourquoi il a un crâne dans ce lieu sacré. La Victoire pointe en avant montrant une énorme créature, comme un loup-garou géant. Disant que le crâne peut être l'une de ses victimes. Joshua, horrifié, se lève en regardant la bête sans comprendre quoi que ce soit. Il demande pourquoi il a un tel monstre dans le lieu sacré, et la Victoire souligne que l'entrée est interdite. À ce moment-là, Mademoiselle Priest apparaît, avec un visage dur, remettant en question la présence de Joshua. Elle demande s'il sait à quel point il a commis le péché en envahissant l'endroit. Joshua, toujours confus, pose des questions sur le monstre. Mais la Victoire note que Miss Priest ne se soucie pas de la créature. Elle est plus préoccupée par leur invasion. La Victoire trouve tout absurde et ne peut pas se retenir, suggérant que cette bête peut être un tel dieu de leur montagne. Qui devrait en fait se nourrir de Joshua et d'autres enfants. La Victoire explique que la nourriture que Joshua lui a donnée était pleine d'un remède anesthésique fait par une sorcière. Lorsque la personne mange, elle tombe dans un sommeil lourd. Les adultes peuvent résister, mais l'enfant paie à temps. Elle demande si Joshua a déjà compris leurs véritables intentions. De plus, elle dit qu'elle a de l'expérience avec des médicaments de sorcière parce qu'elle a été formée par une guérisseur, alors elle lui a déjà donné l'antidote. Ce n'était pas du poison. Comme il le pensait, Victory a arrêté lors de voyages selon lesquels cette région a été attaquée par des loups-garous pendant de nombreuses années. Étrangement, il y a toujours des restes de viande et d'os dans les attaques des attaques, mais les corps des enfants ne sont jamais trouvés. Elle souligne que même lorsque les maisons avec des enfants sont attaquées, seuls les corps d'adultes apparaissent, non jamais de traces des petits. Cela soulève une question sinistre. Où sont tous les enfants disparus?
Et pourquoi avez-vous autant d'enfants orphelins dans un village si loin des autres villages? Joshua est anxieuse, tandis que Miss Prêtre la gronde pour avoir laissé un étranger remplir la tête de ses arrêts. Elle dit que sa foi est faible, secoue facilement avec des mensonges. Elle perçoit le souffle haletant de Joshua, le cœur rapide. La transpiration sur le front et l'appel déjà a échoué, disant qu'après l'avoir créé pendant 3 ans, juste avant le rituel, il a mis fin à son stress et sa chair ne sert plus à offrir à Dieu de la montagne. Il est clair pour Joshua que lui et les autres enfants ont été élevés du bétail, une révélation qui le laisse sous le choc. La victoire laisse échapper un tir acide, disant que le dieu de la montagne doit avoir un goût raffiné pour un visage aussi flou, l'année de la situation. Mademoiselle Pritch interrompt en disant qu'il est temps que le rituel commence et envoie ses gars pour se débarrasser des intrus. La victoire, en morale, prévient qu'elle est chassée par des gens puissants et que si quelque chose lui arrive, ces gens iront mal au village. Mademoiselle Priest, sans s'inquiéter, dit qu'ils ont fait un pacte avec le dieu de la montagne, et tant qu'ils offrent les bons sacrifices, ils reçoivent une protection. Au cours des 10 dernières années, ils ont écrasé quiconque a essayé de les défier. Elle déclare qu'elle n'a peur de personne pendant que le dieu de la montagne est avec eux. Mademoiselle Priest révèle qu'au début, elle voulait sauver la vie de la victoire et la livrer au village. Mais maintenant, elle a ruiné l'un des sacrifices. Ensuite, envoyer la victoire et Joshua pour être éliminés avec les autres. Joshua, en panique. Je demande ce qui est arrivé à sa sœur, mais Mademoiselle Priest est dans la sienne et dit à ses gens de les capturer. Soudain, James et Baker a vu des loups-garous juste devant Joshua, le laissant en plein choc. Ils attaquent, mais la victoire obtient des couteaux autour des gars, les tuant facilement et crie pour que Joshua court. Mademoiselle Prêtre commence à prier Dieu de la montagne pour aider, tandis que Joshua tombe en pleurant, incapable de faire face à la trahison. Il se souvient de la façon dont tout le monde dans le village avait l'air heureux, riant et parlant en famille. Et maintenant, tout s'effondre devant ses yeux. C'est très cruel. La victoire dit à froid que s'il préférait vivre dans l'illusion du bonheur, il peut retourner au village, prendre la drogue, effacer et être dévoré vivant. Elle dit que ce n'est pas son obligation de le sauver. Et ceux qui ne se battent pas pour leur vie ne méritent aucun salut. S'il veut vivre, il doit choisir de se battre pour sa propre survie. C'est sa décision. Mourir heureux sans rien savoir ni combattre le destin jusqu'à la fin. Alors que les loups-garous s'approchent, Joshua, pleurant, ramasse son bras coupé et frappe l'un d'eux sur sa tête, disant qu'il est prêt à se battre et à demander de l'aide à la victoire. Frustré, mais impressionné, la victoire lui montre comment tenir son bras droit, prendre ses cicatrices soigneusement et avertit qu'il retient le contraire, il se brisera les doigts. Avec son aide, ils se préparent à se battre ensemble. La grotte commence à trembler et Joshua dit que le dieu de la montagne est derrière eux. La victoire lui dit de ne pas regarder en arrière et de courir autant qu'il le peut. Elle crie à Sam. Et quand la bête s'approche, Sam apparaît et attaque le dieu de la montagne avec une force incroyable. La victoire, à moitié soulagée, mais toujours un demi-pistolet. Se plaint que Sam a pris beaucoup de temps pour arriver. Joshua est étonné du chaos et demande ce qui se passe. Victory explique que Sam combat le dieu de la montagne. À ce moment, sa sœur, Annie, crie. Et Joshua court pour la serrer dans ses bras, soulagé. Annie dit qu'elle était heureuse de découvrir qu'il était sauvé. Joshua, toujours énorme, admet qu'elle pensait qu'elle était morte après avoir entendu cela de la prêtresse. Anne explique qu'elle a lancé un loup-garou et a reconnu le visage du gars qui a détruit leur famille, Marcos, le loup-garou qui a tué leurs parents. Joshua, très secoué, dit à Annie que tous les adultes du village sont des loups-garous qui élèvent des enfants comme du bétail. Avant de continuer, la victoire éloigne Joshua, le protégeant d'une attaque de sacerdoce, qui est également devenu un loup-garou. Elle le gronde pour avoir parlé au mauvais moment. Anne, choquée, se rend compte que la prêtresse en fait également partie. La prêtresse sourit avec mépris et demande pourquoi la victoire dérange leur rituel. La victoire, dans la morale, explique que bien que les résidents croient qu'ils soient protégés par le dieu de la montagne, ils comprennent tout mal sur la vraie nature d'un tel gardien. Puis, il y a plus de 10 ans, il y a eu une guerre sinistre entre les loups-garous, les sorcières et l'humain, après des années de lutte brutale. Les humains prenaient presque un bâton, presque vaincus, jusqu'à ce qu'ils libèrent une arme secrète, quelque chose créé par le docteur Frankenstein. Ce monstre était sinistant, puissant à l'enfer, mais totalement hors de contrôle. Et il a mis fin à l'armée de loups-garous, bien que cela coûte également cher pour les humains. Après la guerre, le médecin et sa création ont disparu dans le monde. Depuis lors, des monstres comme le dieu de la montagne,
qui a été fait avec la technologie du Dr Sam, apparaissent de temps en temps. La victoire se moque de l'idée d'appeler ce dieu de la créature, parlant que si le dieu de la montagne se trouve un protecteur, alors Sam n'est rien de moins qu'un dieu de la destruction. La victoire se tourne vers Sam, voulant savoir pourquoi il prend autant de temps pour vaincre la créature. Et Anne explique que Sam a été pris par surprise et a été poignardé dans sa gorge. Mais ensuite, de nulle part, Sam tousse et dit qu'il peut déjà respirer à nouveau. Quittant Anne boca ouverte parce qu'elle a vu sa blessure guérie sur place. Elle demande si le sang est maintenant au même niveau que le dieu de la montagne. Et le prêtre furieux déclare que c'est un blasphème de parler de leur dieu, quelque chose d'intolérable. Joshua, tout tendu, prévient que les résidents les entourent et sont maintenant entourés de loups-garous. Victory regarde la scène et estime qu'il y a environ 30 anciens, et si tout le monde est loup-garou, l'animal deviendra lait pour eux. Sam admet qu'un combat prolongé ne fera que visser avec eux et demander à Vitria quelle est la prochaine étape. La victoire suggère que, puisque la foi des résidents en leur dieu est inébranlable, la meilleure façon de renverser le dieu de la montagne. Parce que sans divinité, la morale de la foule s'effondrera. Le prêtre horrifié crie l'incrédulité de l'audace du plan. Mais Sam dit avec confiance qu'avec l'aide de la victoire, c'est invincible. La victoire guérit le bras blessé du sang avec ses pouvoirs, choquant le prêtre et les frères avec cette lumière brillante. Le prêtre veut savoir si la victoire est une sorcière. Yann et Joshua sont également surpris par la révélation. Ignorant la question du prêtre, la victoire envoie Sam pour mettre fin à la bataille avec un coup décisif. Sam, avec l'énergie qui pleure dans la foudre, active toute sa puissance. Et la victoire vise à se terminer rapidement avant que sa force ne le consomme et qu'il perde le contrôle. La lutte devient plus intense, le prêtre insistant sur le fait qu'il est impossible de les vaincre, mais les compétences de guérison du sang le maintiennent même fermement blessé. Dans un coup rapide et mortel, la victoire coupe le cou du prêtre, le fermant, tandis que Sam efface le dernier coup au dieu de la montagne, le tuant. Lorsque les résidents restants arrivent, ils sont horrifiés de voir les corps du prêtre et du dieu de la montagne. Terrifiés, ils fuient, laissant tomber le combat. Après avoir vaincu le dieu de la montagne, Sam examine la créature, mais n'a pas une opinion claire, bien qu'il pense que le sort du médecin est au sud. Victory pense qu'ils ont réussi à échapper au danger et rappelle à Sam qu'il est le seul à pouvoir collecter des informations grâce à ses contacts avec des monstres. Et insiste sur le fait qu'il fait plus d'efforts. Parce qu'il n'a pas d'autre choix que d'aller dans le sud de Joshua et Annie révèle que les autres enfants sont toujours aussi inconscients et que les anciens se sont rendus au village. Anne est secouée par la révélation que l'endroit qu'elle croyait être un refuge a été construit sur des mensonges où des enfants ont été élevés du bétail. Et maintenant, ils n'ont plus de maison pour revenir. En passant par le village, la victoire interdit aux sang d'entrer, disant que leur mission de vaincre le monstre de montagne et d'obtenir des informations sur le médecin est terminée. Elle souligne que les enfants étaient techniquement épargnés et qu'ils n'avaient aucune obligation de les sauver au début. Même ainsi, Sam est ferme pour aider. Il partage avec Anne un message d'un mourant, révélant qu'il a vu un loup-garou attaquer le gars qui est devenu humain. Et entendant la voix d'Anne, l'homme a averti les loups-garous dans le village et a demandé à sauver les enfants. Sam a promis de remplir cette mission. La victoire accepte, à moitié réticente, à enquêter sur le village, mais ne promet pas de sauver les enfants. Ils peuvent infiltrer le village avec Sam en faisant semblant de faiblesse pour réduire la garde ennemie. Même si le village peut être une arnaque créée par les loups-garous, Sam pense que l'amour parmi les résidents est réel. Il encourage Joshua et Anne à être forts. Même dans un monde plein de mensonges et garantit qu'ils trouveront un vrai endroit pour appeler à la maison, les frères remercient Sam et la victoire pour les avoir sauvés. Et Joshua demande s'ils se retrouvent, mais la victoire parle dans la morale qu'ils sont une sorcière et un monstre qui apporte la destruction partout où ils vont. Et qu'il vaut mieux ne plus jamais croiser les chemins. Quand Anne pose des questions sur leur plan, la victoire laisse un pourboire que peut-être que le monde se rendra. Une sorcière traverse les rues étroites de la ville, désespérée en essayant de s'échapper alors que les marshals sont derrière elle, lui donnant du sang pour la rattraper avant qu'elle ne s'échappe. Soudain, un vieil homme apparaît devant elle, bloquant la voie. Elle sort un couteau et l'avertit de sortir de l'avant, mais le smart Joseph prend le pistolet et tord son bras, la dominant. La sorcière le menace, exigeant qu'elle la détende ou regrette. Les autres maréchaux l'entourent rapidement, la tenant dans les rues. Joseph la ferme fermement en disant qu'il n'a nulle part où courir et lui ordonne de ne pas bouger, s'assurant que l'évasion est impossible. Frustrée, elle maudit le général, maudissant le marshal et les habitants de la ville. Le commandant Howard arrive pour l'arrêter, remerciant Joseph pour son aide au bon moment.
Joseph contient, et le commandant loue sa capacité, disant que même retirer ses talents impressionne toujours. Les gars de la ville murmurent la capture de la sorcière et le succès du commandant. Le commandant Howard sort un pendentif en argent de sa poche et tient près de la main de la sorcière. Et une étincelle magique apparaît, confirmant son identité. Il annonce que les sorcières et les loups-garous sont brûlés à temps par l'argent, prouvant qu'elle est vraiment une sorcière. Les gens célèbres ont soulagé que le commandant ait de nouveau trouvé et capturé un autre monstre parmi eux. Un homme dans la foule demande à la sorcière ce qu'elle faisait là-bas pendant qu'une femme loue le courage du Marshal. Le commandant Howard dit aux gens de Varivalvesban expliquant qu'ils ont déjà chassé et tué des centaines de sorcières et de loups-garous cachés dans la ville, et garantit que tandis que le maréchal et ils sont là, la paix sera maintenue et il n'y a aucune raison d'avoir peur de ces monstres. La foule soulève sa voix soutenant le commandant, le Marshal et le royaume d'Oelia. Pendant ce temps, au milieu de la forêt, Victoria et Holly Lost. Cela fait 2 mois qu'ils ont vaincu le dernier groupe de monstres de loups-garous et n'ont trouvé aucun nouvel indice à Frankenstein. La Victoire est fatiguée du voyage, tandis que Sam essaie de la calmer, disant qu'il n'a pas besoin d'être pressé. Mais elle exprime son irritation, trouvant sa façon de parler de plus en plus ennuyeuse. La pluie tombe tôt et la frustration de la Victoire augmente à cause du temps. Cela ne fait qu'aggraver la situation, Sam trouve le paysage après la pluie de l'heure, excité de voir ce qui nous attend dans le voyage. La Victoire marche sur une flaque d'eau et sale la chaussure debout. Clairement bouleversée, mais Sam essaie de se rassurer, disant que cela pourrait être pire, au moins ce n'était pas un piège à chasse qui pourrait lui faire du mal. Il l'encourage à continuer et ils arrivent à un point qu'ils avaient marqué sur la carte auparavant. La Victoire, un peu découragée, se plaint que gaspiller tellement de temps et que si complètement perdu, mais le sang maintient l'optimisme, disant que cette déviation entraînera une découverte de l'époque. La Victoire secoue légèrement sur son pied. Il est clair que Sam appréciait déjà la positivité constante de la Victoire, puis leur conversation est interrompue par un bruit de tir qui attire leur attention. Victory demande si elle reconnaît le son et la Victoire confirme qu'elle est vraiment tournée. Ils décident d'aller vers le bruit, se dirigeant vers l'autre côté de la forêt, où un gars et une mine sont entourés de 3 loups-garous. Le gars, épée à la main, avertit les animaux de rester à l'écart, mais vous pouvez voir qu'il est moins. Sam veut déjà aider à l'époque, mais la Victoire arrive bientôt, lui interdisant d'utiliser ses pouvoirs. Elle se souvient du danger qu'ils courent car ils sont chassés par l'armée royale. En tant que subordonnée, elle envoie le réel pour qu'ils n'agissent pas sans sa permission. Mais Sam ignore la commande et passe en revue les loups-garous, déterminés à aider. La Victoire l'appelle. « Jean, tu flippez-vous? Il n'est pas temps de tout jeter haut. » Sans appeler son alerte, Sam demande si cela peut aider sans utiliser les pouvoirs. Sans attendre la réponse, il attaque les loups-garous, frappant un avec une force brute. Il fait face à des loups-garous dans la race obstinée, préférant ne pas libérer leurs compétences surhumaines. Mais les loups-garous ne sont pas un jouet, ils lui font du bon travail. Censé avec quelques marques de bataille, mais au moins a fait un entraînement lourd. Même en essayant de se battre sans se transformer, il a du mal à retenir la fusée. La Victoire, qui regardait tout, entre dans l'action et tue le dernier loup-garou avec un coup précis à la tête en utilisant le couteau. Elle lui donne un éperon dans le sang. Dire qu'il ne peut pas se battre correctement sans utiliser ses pouvoirs et doit arrêter de jouer à l'invincible. Soudain, une nouvelle ceinture semble attaquer et Sam ressent une douleur aiguë. Comme si le bras avait disparu. Il sait que contre les ennemis de ce niveau, mais avec pleine force, il est sauvé. Puis il libère tout ce qu'il a et commence à riposter. En utilisant vos compétences améliorées. La Victoire le rejoint et les deux font face aux loups-garous restants dans une bataille de bras bas. Pendant le combat, un des animaux mord le bras de Sam et il crie en demandant de l'aide à Victoria, qui sans réfléchir à 2 fois tue le loup-garou avec les couteaux, sauvant Sam de plus de blessures. Le combat se poursuit, mais à la fin, tous les loups-garous sont vaincus. La fille et son compagnon, qui ont été arrêtés au milieu de la confusion, merci du cœur pour le sauvetage. La fille s'excuse pour la blessure que le sang les a fait défendre, mais il essaie de rassurer que la blessure n'est pas aussi grave qu'il n'y paraît. C'était encore moins mauvais que prévu. La Victoire, impressionnée par le courage de la fille pour rassembler des plantes sauvages dans une zone aussi dangereuse. Question sur la présence de loups-garous dans la région. Le vieil homme dit que c'est la première fois qu'il voit des loups-garous là-bas. Jusqu'à présent, la région était considérée comme sûre pour être près de la ville. Mais il explique que ces loups-garous étaient différents. Ce sont les loups fous,
trop agressifs, qui les ont attaqués. Il dit que ces loups-fous ont les mêmes caractéristiques physiques et compétences que les loups-garous. Mais ils sont moins intelligents et ne peuvent pas le masquer comme des humains. Ce sont des bêtes pures et sauvages, et ce qui les différencie, c'est le comportement. Malgré cela, les gens les appellent également des loups-garous parce qu'ils semblent identiques. La Victoire, voyant que la situation peut empirer, suggère de laisser là-bas avant qu'elle ne se conforme davantage. Elle soupçonne que le vieil homme a un lien avec l'armée. Sam admire les connaissances du vieil homme et confirme qu'ils vont dans une ville, ce qui les fait partir. La fille, sachant où ils vont, dit qu'ils devraient aller dans la vallée de Wolfspen. Victory demande si elle sait le chemin et elle dit que la vallée de Wolfspen est sa maison, ce qui peut les guider là-bas. La Victoire refuse l'entreprise, disant qu'elle ne voulait que les instructions. Pourquoi est-ce pressé, disant que Sam a faim, qu'ils doivent se déplacer rapidement. Pour donner plus de morale à l'excuse, Sam fait semblant de souffrir. Comme si elle pouvait à peine se lever et presser la fille pour donner bientôt les instructions. Dès qu'ils savent le chemin, ils courent vers la ville dès que possible. Alors qu'ils courent, Sam remercie la Victoire pour l'aide du combat. Mentionnant les blessures légères qu'il a fallu. La Victoire, qui n'est même pas d'humeur à écouter les plaintes, donne un coup de pied sur le dos, disant que les blessures sont idiotes. Qu'il n'est même pas en danger de vérité. Elle dit toujours qu'elle est en colère contre lui pour avoir désobéi à ses ordres. Quand ils arrivent dans la ville, ils sont arrêtés par un maréchal qui commence à les interroger. Le gars dit qu'il ne les a jamais vus là-bas et que Sam attire déjà l'attention parce que son visage est un peu caché. Avant de pouvoir répondre, le commandant Howard apparaît avec une équipe Marshall qui les entoure. Victory demande ce que l'heure est et le commandant explique que c'est la règle de la ville d'inspecter tous les novices. Il dit que c'est pour s'assurer qu'ils ne sont ni des sorciers ni des loups-garous déguisés. Quand ils entendent parler de l'inspection du commandant, Sam et la Victoire sont nerveux. Ils commencent déjà à transpirer le froid en pensant qu'ils devront montrer qui ils sont pour la tête. La Victoire, qui est le chef de l'opération, commence déjà à apporter le plan et se rend compte que l'échappement n'est pas impossible, bien que le groupe de soldats soit petit. Les armes qu'ils ont sont dangereuses. Une mauvaise étape dans cet espace serré et ils sont vissés. Si Sam prend un coup au mauvais endroit, c'était déjà. Leur seule chance est de faire en sorte que le commandant donne une balade inattendue. Avant de fermer le plan, une voix appelle le commandant Howard. Et la Victoire et Sam ont vu Joseph et May, les gens qu'ils ont trouvés auparavant, venant. Le soupçon de Victoire grandit et elle est sûre que le gars est lié à l'armée. Joseph demande la permission de parler et raconte comment ils ont été pris en embuscade par les loups-garous dans la forêt et comment la Victoire et Sam les ont sauvés. Il ajoute que même si l'inspection révèle des armes avec eux, ces armes ont été utilisées juste pour aider avec le combat. Le commandant Howard, impressionné par leur courage et leur capacité à combattre les loups-garous, loue l'effort. La Victoire, avec un sourire modeste, dit que le mérite est de Sam, qui est un ancien soldat avec une véritable expérience de combat. Et il met en évidence sa capacité à lutter contre les loups-garous, expliquant que les cicatrices de son corps sont des marques de service militaire. Sam tire le capot, montrant la peau avec des pansements qui cachent les cicatrices qu'il préfère à garder secrètes. La Victoire se souvient de la conférence d'inspection et demande comment fonctionne le processus. Le commandant explique qu'ils utilisent un pendentif en argent pour toucher la peau. Si c'est une personne normale, rien ne se passe, mais si c'est une sorcière ou un loup-garou, l'argent provoque une inflammation à l'époque. Il dit qu'il utilisera cette méthode pour faire l'inspection. La Victoire, impressionnée par la méthode, dit que c'est une façon massive d'identifier les sorcières et les loups-garous. Et propose bientôt d'être le premier à être testé, demandant où il touchera le pendentif. Elle suggère que le bras et le commandant font l'inspection. Après un moment. Tout va bien, rien de mal avec elle. La Victoire et Sam ont poussé un soupir de soulagement avec l'inspection terminée. La Victoire se tourne vers Sam, signalant que c'est son tour. Le commandant examine attentivement le bras de Sam et, après un certain temps, dit que cela n'a aucun problème. Il remercie leur coopération et s'excuse pour l'inspection. Expliquant que les sorciers et les loups-garous entrent souvent dans la ville déguisés en voyageurs ou résidents, ils doivent donc renforcer la sécurité. Il dit également qu'ils ont récemment capturé 3 sorcières. Enfin, le commandant remercie pour l'aide qu'ils ont apportée à Joseph, qui est également un ancien soldat, officiellement. Ils arrivent dans la vallée de Wolf Modir. Et quand ils commencent à s'éloigner, Sam et la Victoire donnent à une visible des tensions dans la tension qu'ils portaient sur leurs épaules. Sam admet qu'il était certain qu'ils allaient être pris, car tout était tendu pour les deux. Curieux,
Il demande à Victoria si elle pense vraiment que le pendentif en argent peut révéler l'identité d'une sorcière ou si elle a utilisé une astuce pour les tromper auparavant. Avant que la Victoire ne réponde, la fille qui avait vu avant les atteindre, remerciant son cœur pour avoir sauvé sa vie. Souriant, elle les invite tous les deux à son restaurant à proximité et offre de la nourriture en vous. Victory pense un peu, compte tenu de l'invitation, mais Sam est déjà d'humeur à partir bientôt, disant que ce serait bien d'accepter, surtout parce que le gars plus âgé les avait déjà aidés. La Victoire, cependant, prévient que Sam prend une décision trop rapidement, et la fille commande toujours que le restaurant est un peu loin. Ce qui laisse Sam avec son pied derrière, soupçonnant que quelque chose est étrange. Mais la fille se souvient bientôt de la douleur à l'estomac qu'il ressentait, parlant dans la plus grande tranquillité d'esprit que le retard dans l'entrée pourrait faire revenir la douleur avec tout. La Victoire assure à May que Sam a déjà pris soin de son problème par la route et qu'il est bon. Le May laisse échapper un soupir de soulagement. J'ai l'air satisfait des nouvelles. Ils entrent dans le restaurant de Joseph, que Santa explique que, bien que le mouvement soit faible parce que l'endroit est un peu loin du centre-ville, il ne laisse jamais tomber la qualité des aliments. Voyant les ecchymoses de Sam, May propose une trousse de premiers soins, mais la Victoire refuse, disant qu'elle se chargera elle-même des blessures. Conficieuse dans ses compétences, même si elle semble un peu fragile. Avec un signe de tête, May préparera la nourriture. La Victoire prend le sweatshirt de Sam pour regarder la blessurée, tout en examinant May pour la gentillesse. Voyant la blessure déjà guérie, la Victoire commente que c'est une petite chose et n'a pas besoin d'être très prudent. Pendant ce temps, Joseph ouvre une bouteille de vin et commence à boire. May s'approche de lui, lui demandant d'arrêter de boire et d'aider avec les tâches de la maison. Joseph répond à sec, demandant de l'espace. Mais May prend sa bouteille et insiste pour qu'il aide, car il prépare une fête à leur sauveur. Il l'appelle un gamin ennuyeux, mais se retrouve dans la préparation. Victory et Sam regardent cette interaction, commentant qu'ils doivent bien se débrouiller. Mais Victory ressent autre chose, regarde autour de lui et remarque l'uniforme militaire de Joseph suspendu au mur, le taquinant en disant qu'il est un ancien soldat. Après un certain temps, le May range la table, s'excuse pour le retard et les invite à profiter de la nourriture. L'odeur envahit l'endroit et la Victoire et Sam sont hypnotisés. Sam loue la vaisselle et demande si May a tout fait seule. Elle dit que Joseph a aidé et dit que leur soupe racinaire est la meilleure du monde. Sam donne une fourche et est impressionné sur place. Mais demande s'il est ce qu'il s'attendait, et il admire avec enthousiasme. La Victoire, cependant, se rend compte que la main de Sam tremble. Cela le souligne et il s'excuse d'avoir renversé une partie de la soupe. Joseph, les observant, commente la situation de Sam, disant qu'il avait l'air très blessé, plein de cicatrices par le corps. Il note également qu'il a stupéfait et demande s'il a été soudé dans la guerre de la Lune de Sang, un conflit où des loups-garous et des sorcières faisaient face à l'humanité. Joseph explique que la guerre a dévasté le royaume d'Ueli il y a près de 20 ans et que le royaume a souffert pendant 3 ans. Victory et Sam échangent un regard tandis que Joseph continue de parler de soldats qui ont risqué la vie pour protéger le pays. Il salue pour Sam en tant qu'ancien collègue et soulève un cri en l'honneur de la gloire du royaume d'Oelia. Sam répond avec la même salutation et entre dans le chœur. Sam demande si Joseph a également combattu dans la guerre. Et il répond qu'il n'était pas en première ligne, mais que son unité a trouvé les monstres et que la vision des compagnons morts le hante toujours. Il raconte les détails horribles de la façon dont la ville de la magie de la sorcière a détruit les corps des soldats d'une manière grotesque et comment les loups-garous ont utilisé des griffes et des dents pour les briser. Il exprime toute colère contre les loups-garous et les sorcières qui ont provoqué une telle destruction, affirmant que tous les monstres devraient être exterminés. Surtout la sorcière traître qui a ruiné sa vie. L'amour interrompt pour demander à Joseph d'arrêter de parler pour que les clients puissent profiter de la nourriture seuls. Il déménage un peu. Sam, ressentant la tension, demandait la relation entre Joseph et May. Il commente qu'il ressemble à un père et à une fille, même s'ils ne s'appellent que par leur nom. Joseph explique que May est un enfant abandonné qu'il a accueilli par nécessité. Il dit qu'elle a 16 ans maintenant et qu'il est temps pour elle de quitter la maison. Le May, clignotant, demande si Joseph ira bien sans elle. Il lui dit de se taire, mais elle insiste pour qu'elle prenne soin de lui, fait les tâches de la maison et cuisine bien. Suggérant qu'il part. Sam note qu'il ressemble à une famille, tandis que May, curieux, demande pourquoi ils sont venus en ville. Victory invente une histoire en disant qu'il recherche quelqu'un. Lorsque le May presse pour plus de détails, la Victoire explique qu'ils ont été embauchés pour trouver cette personne,
mais ne peuvent pas beaucoup compter, mais l'individu provoque généralement une confusion, laissant des événements étrangers partout où il va. Sam demande alors si May a remarqué quelque chose de bizarre récemment qui pourrait y être lié. Elle pense un instant, mais secoue la tête, disant qu'elle ne se souvient de rien de suspect. Cependant, cela suggère qu'ils explorent la ville pour obtenir de meilleurs indices. De l'autre côté de la pièce, Joseph exclut toute idée des choses étranges dans la ville, disant que l'endroit est paisible pendant que la troupe d'élite est là. La Victoire intriguée dit que si la troupe est si respectée, elle doit avoir une histoire. Joseph est d'accord, expliquant que la paix de la ville est maintenue par le commandant Howard, chef de la troupe et commandant de la ville. Il est capable d'identifier les sorcières et les loups-garous déguisés chez les humains. La Victoire se souvient du commandant en utilisant un pendentif en argent pour inspecter les gens, et le plus complet qu'il ait jamais trouvé et arrêter des centaines de sorcières et de loups-garous. Joseph continue d'expliquer qu'il a également travaillé avec le commandant Howard il y a 9 ans et qu'à cette époque, le pendentif en argent était déjà utilisé pour identifier ces monstres. Il admire la capacité du commandant à trouver et à arrêter ces créatures avant de causer des problèmes, et se souvient de diverses arrestations où les sorcières et Werea ont été suppliés à vie en faisant semblant d'être innocents. La Victoire et le SAM échangent des regards inconfortables et arrêtent de manger. La Victoire, essayant de soulager l'ambiance, glousse et demande si elle est vraiment aussi facile que lui. Sam prend une sorte de croix. Alors qu'elle continue de demander comment le commandant traite de tant de monstres arrêtés, elle reconnaît que sur des solutions à temps, mais veut en savoir plus. Joseph explique que ces monstres capturés sont livrés à une unité spéciale et que les civils normaux ne savent même pas ce qui leur arrive plus tard. Il parle de chasseurs d'argent. Une troupe d'extermination spéciale qui s'occupe des loups-garous et des sorcières. Lorsque Mayan commence à récupérer la vaisselle après le repas, Sam s'approche de la Victoire et chuchote sur les chasseurs d'argent. Dire que cela peut être utile d'enquêter sur cela plus profondément. La Victoire est d'accord, sentant que les chasseurs d'argent sont liés à la troupe. Elle se souvient des recherches de Frankenstein et comment sa mère a été tuée par eux. Le souvenir d'un soldat de la force spéciale du royaume vient à l'esprit, les chasseurs d'argent, qui l'ont protégé ainsi que la mère des lobisons. Et ce soldat a dit qu'il était le protecteur des personnes contre des monstres de la ville. Il s'approche d'une femme âgée et demande si elle a remarqué quelque chose de suspect impliquant des sorcières ou des loups-garous. Elle s'assure que la ville est calme grâce à la surveillance de la garde, qui agit rapidement. Elle est réglée pour réaliser toute menace avant que les dégâts ne se produisent. Affichant fièrement son pendentif en argent et explique que l'argent est utilisé pour confirmer l'identité des gens, car tout le monde dans la ville utilise des accessoires d'argent pour prouver qu'ils sont humains. Les voyageurs envisagent les généraux, assurant la sécurité globale de la foule. Elle fait l'éloge du commandant Howard pour avoir gardé l'environnement en sécurité et silencieux. La Victoire demande à la femme plus âgée si elle a déjà vu la capture de sorcières ou de loups. La femme raconte le courage du genre, mais la Victoire est un pistolet parce que, malgré avoir demandé à plusieurs personnes, personne n'a jamais vu un loup-garou ou une sorcière pour utiliser la magie pendant une prison. Elle vous presse, se demandant pourquoi ces créatures ne peuvent pas résister lorsqu'elles sont prises, même un voleur fonctionnerait. Elle souligne alors que cela semble étrange que les monstres ne fassent pas de même. Elle trouve un peu bizarre qu'il n'y ait pas de cas de résistance. La femme, obtenant un jackpot, les accuse d'essayer de la confondre et de la retourner contre les généraux. Elle insiste sur le fait qu'elle ne sera pas dupe et se demande s'ils sont des complices des monstres. Panique, crie-t-elle en appelant les généraux, disant qu'elle a des monstres à proximité. Sam, rapide dans le déclencheur, remporte la victoire sur ses genoux et s'épuise, s'excusant pour vous d'avoir fait de la confusion. Victoire, half lost. Demandez à Sam si elle a dit des conneries, et il dit ses questions ainsi quittant les gars de la ville, alors qu'il essaie d'adoucir la situation. Il est clair que la foule devient de plus en plus ennuyée par ces questions. Ils ont noté que la majorité de la population, lorsqu'elle est interrogée sur les généraux, les évite et devient un peu hostile. La Victoire décide qu'ils quitteront la ville le lendemain. Sam pose des questions sur l'enquête. Mais Victory explique qu'ils ont déjà une idée générale de la ville et qu'il vaut mieux partir maintenant. Elle suggère qu'ils essaient de collecter autant d'informations que possible en une journée. À ce moment, ils entendent la voix de Joseph. Saluez le commandant Howard, qui y répond. Joseph demande les enfants du commandant, qui dit que Nathan et Vincent se portent très bien à l'académie des officiers et ont un avenir prometteur. Joseph contient le commandant. Et Howard dit que même avec la formalité, il est de leur obligation de protéger Joseph. À la retraite,
Joseph explique que la continence n'est qu'une façon de montrer le respect. Un autre officier survient, le lieutenant Huré, qui a dit que Joseph est encore un peu difficile. Joseph le contient et corrige son nom, disant qu'il est maintenant le lieutenant Huré, commandant adjoint de gendarmes. Rai demande à Joseph de l'appeler Jimmy, car ils étaient des collègues. La Victoire se rend compte que le soldat qu'il a vu auparavant est devenu un commandant adjoint et que Joseph semble être très proche du commandement des généraux. Ses pensées sont interrompues lorsque Brad apparaît et pose des questions sur l'auberge. Elle leur présente la nuit précédente, Sam merci qu'il a bien dormi et Brad question de la nourriture. Elle les emmène au restaurant, sert la nourriture et s'excuse pour le retard. Elle dit qu'elle n'a plus de clients pour le moment, mais s'ils en veulent plus, elle prépare la vie heureuse. La Victoire apprécie le goût de la nourriture et demande pourquoi il n'y a pas de clients. Elle loue beaucoup la soupe racinaire, appelant délicieuse. Le mets répond que la soupe est si bonne qu'elle vaut la peine de le renaître. Elle demande à Sam ce qu'elle pensait de la soupe et il fait également l'éloge. La mère dit qu'elle fait confiance au goût, mais admet que, par l'emplacement, seules quelques personnes apparaissent dans l'auberge. Elle ajoute que les généraux sont les seuls visiteurs fréquents parce qu'ils connaissent Joseph. La Victoire commente que Joseph devrait être bien arrivé dans les généraux même après la retraite. Et il remet en question son style de vie, qui semble plus de soldat actif, demandant pourquoi un soldat ne prendrait sa retraite. La mère dit que cela s'est produit avant de rencontrer Joseph. C'était un genre, et lors de la capture d'une sorcière, il a pris une coupure dans la jambe qui lui a laissé une mauvaise jambe, forçant la retraite. La Victoire conclut que la haine de Joseph pour les sorcières vient de cette blessure. Ahmed dit également que la volonté de Joseph de protéger les gens des monstres provient de la perte de famille et d'amis dans la guerre de la Lune de Sang. Interrogé sur les sorcières. La Victoire répond que vous n'en avez jamais vu. Sam demande la relation de Joseph avec sa mère, mais elle ne dit pas grand-chose, elle dit simplement qu'après avoir entendu parler de la souffrance de Joseph, il croit que l'extinction de ces monstres est la meilleure. Après le repas, Vitria et Sam quittent le restaurant. Quand ils sont à la porte, mais dit que tout en fournissant le marché le matin, il a entendu dire qu'une sorcière était apparue dans un village voisin. Elle suggère que cela peut les aider à trouver qui ils recherchent. La Victoire remercie et dit qu'elle enquêtera plus tard. Sam demande si la Victoire sera en ville. Et elle répond qu'ils partiront probablement le lendemain. Mais les invite à prendre un café avant de partir. Sam, surprise, demande pourquoi un autre repas, car ils avaient mangé 2 fois. Et elle explique que, comme leur sauveur, il n'y avait toujours aucune chance de revenir à droite. Elle dit au revoir, les voyant partir le lendemain. Cette nuit-là, la mère finit par frapper une assiette et une étrange lumière clignote dans ses mains. Joseph, surpris de l'éclat, s'évanouit sur le sol et nécessite de savoir si elle est une sorcière ou un monstre. Le lendemain matin, après le café, Vitria et Sam se préparent à partir. Amé merci pour le séjour. Et la Victoire commente que la seule information utile qu'ils ont prise était une rumeur sur une sorcière dans un village voisine, décidant qu'il était temps de partir. Elle dit qu'elle n'a plus rien à faire dans la ville. Sam demande si elle ne veut pas voir Joseph aimer avant de partir, mais la Victoire remet en question quoi. Pendant qu'ils marchent, ils trouvent une foule bruyante, curieuse. Ils demandent aux résidents ce qui se passe. Ils disent qu'une sorcière a été prise et est livrée à la police militaire. Sam suggère de jeter un coup d'œil, mais la Victoire lui interdit de pénétrer dans quelque chose qui n'est pas avec eux, avertissant que cela peut être dangereux si la police militaire les remarque. Même si vous avez une sorcière impliquée, car cela n'a rien à voir avec cela. Mais Sam avance et est resté dans la foule. En arrivant à l'avance, ils sont choqués de voir que le mec a été arrêté par la police militaire. Les résidents murmurent sur le mec, des incroyants que quelqu'un qui vit dans la ville depuis si longtemps peut les tromper en cachant leur véritable identité. Ils sont fiers de la police militaire pour avoir pris une autre sorcière et apporté la paix à la ville. La Victoire, dégoûtée par la scène, elle crie que le mauvais est la fille de Joseph et se demande pourquoi il n'a pas été blessé si c'est vrai. Elle court chez Joseph avec sa scène collée à elle. À l'intérieur, la Victoire hante la porte, exigeant de savoir pourquoi le mec a été arrêté. Joseph explique que c'est la lumière qui est sortie des mains de la mec qui a provoqué l'arrestation. Il dit que, étant une sorcière, il est normal d'être pris par la police militaire. La Victoire attrape Joseph par le col, l'accusant de remettre à la police en tant que sorcière. Elle demande s'il déteste tellement les sorcières qu'il a tendu sa propre fille. Sam essaie de retenir la Victoire. Ce qui est de plus en plus nerveux, tandis que Joseph s'effondre sur le sol, désespéré. À ce moment-là, un officier militaire arrive et informe que le supplémentaire s'est donné à la police militaire. Le commandant adjoint l'a dit lors de l'interrogatoire. Joseph,
Surprise, demande si Mai a rejoint la police militaire. Le commandant adjoint explique le matin, lorsque Mai est apparue dans le poteau, les mains brillantes et ont avoué être une sorcière. Comme ses pouvoirs ne se sont réveillés que récemment, elle a peu de contrôle sur eux et ne voulait blesser personne, alors elle a décidé de se rendre à la police militaire. Le commandant adjoint dit à Joseph que le Mai a déclaré que, en tant que sorcière, elle n'a rien. L'offre avec lui, Joseph laisse le commandant adjoint pour livrer le Mai aux chasseurs d'argent, comme ils le font avec toutes les sorcières. Il pose des questions sur son traitement là-bas, vouloir savoir s'ils l'enverront au bâton. Le commandant adjoint répond qu'il n'a pas encore ces informations, mais que la collaboration de Mai peut définir ce qui se passera. Il explique que puisqu'elle n'a commis aucun crime et s'est rendue bien, les chances de sa sortie pour collaborer avec les chasseurs d'argent sont élevées. Mais le commandant adjoint avertit également Joseph que, comme il est de la famille Mai, il peut également être dans le but d'une enquête et peut même être pris en prison. Déjà, le principal commandant pense que l'enquête sur Joseph n'est pas nécessaire, mais Joseph est toujours rassemblé avec tout cet arrêt. Le commandant adjoint montre qu'il ressent pour Mai, mais insiste sur le fait que c'est le meilleur résultat pour les affaires de Joseph. Ensuite, il raconte toute l'histoire de l'arrestation de Mai, en quelque sorte accepter qu'il vaut mieux travailler avec les chasseurs d'argent. La Victoire, en morale, n'aime même pas l'arrêt et demande si Joseph est bon du tout, mais bientôt elle envoie le vrai dicton qu'elle a vu ce qui est la fin des sorcières livrées aux chasseurs d'argent. Elle dit qu'elle a vu une sorcière brûlée vive au feu et accuse Joseph de l'avoir laissée mourir de la même manière qu'elle laisse tomber sa fille. Elle est sans espoir, disant que les sorcières et les humains ne peuvent pas vivre ensemble. Sam, dans le sien, commente que la Victoire est même des gens minces. Remarquant que Mai s'est donnée à la police militaire parce qu'elle ne voulait blesser personne, Joseph, assise par terre, est surpris lorsque la porte s'ouvre. Le Mai entre. Avec ses mains brillantes, et en deuxième fraction attaque un soldat. Le effrayant Joseph prend un couteau et la pointe vers la pointe. Le Mai, choqué au début, obtient ce qui se passe. Elle déclare que les sorcières sont des monstres et n'appelle même pas le couteau. Pris par l'émotion, elle s'épuise, déterminée à échapper à la vie de Joseph. Le Lost Joseph tombe à nouveau au sol. Sam, voulant aider Mai, demande à Victoria ce qu'il devrait faire. Elle frappe, mais demande si elle est satisfaite de leur décision. La Victoire a déjà décidé qu'elle mènerait le village après avoir sauvé la mère de la police militaire et l'empêchant d'être livrée aux chasseurs d'argent. Ici je sais que ça fait longtemps, j'étais dans le déni de mon amour, je suis ferme, je sais que je me suis enfui, j'ai trouvé la personne que je suis devenue.